la mission se comporte en général entre 40 et 45 participants. Mission chirurgicale où il y a 3 chirurgiens, un digestif, un vasculaire, un ORL et un chirurgien du cou. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a un cardiologue, un gastro-entérologue avec tout son matériel, un ophtalmo, chirurgien ophtalmo et 3 opticiens. Il y a 3 opticiens actuellement. Alors, donc il y a 3 opticiens, ça c'est très important l'optique, 3 opticiens. Après, il y a 5 médecins généralistes, 4 chirurgiens dentistes, 5 chirurgiens dentistes, 3 prothésistes, 2 assistants dentaires. Voilà. Après, il y a la logistique, ce qui fait qu'au total, ça fait des missions lourdes. Il faut équiper tout le monde, tout le matériel est emmené. Il y a entre 4-5 tonnes de matériel, qui fait à peu près un conteneur 20 mètres cubes, qui est amené ici. Tout le bloc est autonome, c'est qu'on amène tout notre matériel de chirurgie, tous les consommables du bloc opératoire, perfusion, compresse, tout. Et tout repart à Tana, on a un hangar de stockage à Tana. Et puis ça se prépare pour les prochaines missions. Voilà. Les participants sont réunionnais, malgaches, ou français, ou mauriciens, mais c'est de toute spécialité. Bonjour, docteur Ingard. Docteur Amine, Mahmoud. Voilà, mission lourde, et nous avons absolument besoin d'un relais local. S'il n'y a pas un relais local, on ne peut rien faire. Et il nous faut un sponsor pour payer le transport, l'achat du matériel, l'hébergement, la nourriture, le transport et les déplacements. Voilà comment ça se passe. Alors ici, il y a l'équipe de chirurgie qui est là, les opticiens qui sont là, vous allez voir. Et après, dans les missions en général, il y a 3, 4 ou 5 jours où il y a une équipe qui travaille en brousse. En brousse, vraiment. Et là, il y a 5 généralistes, toute l'équipe dentaire, toute l'équipe dentaire et un opticien qui travaille en brousse. Et on met l'accent surtout sur la formation. C'est très important parce que si on fait que la mission, on fait 7 000 malades et qu'on s'en va, on laisse rien comme formation, c'est pas bon. Donc c'est la formation. Et la formation, c'est important parce qu'on travaille avec les médecins malgaches, les infirmiers malgaches, et on leur apprend les dernières techniques. Parce qu'on a par exemple là un gastro-entérologue qui vient de Paris, on a un professeur agrégé de chirurgie qui est là, avec nous depuis longtemps. Donc on fait la formation post-universitaire. Et c'est très important parce que les médecins, une fois qu'ils sont ici, c'est fini. Ils n'ont plus de formation, en général. Et aussi le volet Papo. Et puis le volet campagne d'hygiène bucco-dentaire avec un apprentissage. Docteur Mahmoud, il est responsable de l'équipe dentaire. Et c'est lui qui fait les campagnes d'hygiène bucco-dentaire, apprenant aux enfants à se brosser les dents, distribuant des dentifrices et brosses à titre de souvenir, mais surtout leur apprendre la technique. Pourquoi on fait, qu'est-ce que c'est la plaque dentaire, qu'est-ce que c'est que la carie dentaire. Voilà, vous avez un petit panorama de la mission. C'est une mission originale que ne fait pas MSF ni Médecins du Monde parce qu'il y a toutes les spécialités. L'hospitalisation, une fois les interventions terminées, on laisse nous notre infirmier major qui lui continue les pansements pendant 10 jours. Donc les malades ne sont pas laissés. Et puis on travaille en collaboration avec le chirurgien local qui travaille avec nous, qui opère, et la symbiose est parfaite. Voilà, vous savez tout. Il y a 2 blocs opératoires que vous allez visiter, on vous va montrer. Il y a le service d'hospitalisation post-opératoire avec un bloc pour le matériel. Vous verrez l'importance du matériel, c'est important. Et puis vous verrez la foule d'optique parce que tout est gratuit. Donc les patients sont ravis d'avoir des lunettes, vous pouvez comprendre. Et surtout, ce qui est spectaculaire aussi, c'est la partie dentaire, où les patients... Voilà. Je crois qu'il y a quelqu'un qui est venu me dire que ça y est, elle avait sa prothèse et qu'elle était ravie. Et ça, c'est top. Voilà. Avoir une empreinte qui est prise le matin et les dents livrées l'après-midi, c'est exceptionnel. Et après, il faudrait que vous alliez à... Comment ça s'appelle, Nassau, non? C'est le Nassau. Ouais. À Nassau, vous allez voir l'équipe qui travaille, là l'équipe dentaire et l'équipe médicale, surtout l'équipe dentaire, voir comment les prothésistes préparent les dents. Voilà.
dia ahoana nafantaranao an'ity le resaka mission santé le maimaintrony ity? Ahoana nafantaranao renao tamin'ino radio efa ela ianao narary dia raha tsy mahadiso efa nitsaky tena tany zany ianao sa hoe misy vola sa tsisy vola natonga nitsaky tena tany fa nisy vola votalany vola dia namonjy any vola dia satria ty maimaintrona dia nakaty ianao dia voaray tsara fe ianao dia nahazo fanafody raha tsy diso ao maimaintrona koa fanafody dia afapo re ianao afapo misaotra betsaka anao dia maniry soa misy ny anaranao koa Orline misaotra ny Orline maniry soa dia mba iresaka kely aminao zay raha vanao zay akabe hitanao tamin'le soratra nyvandovany iny mantsy tanana ara-monina sasakaka rehetra zao resaka mahatakinanao zay mananjana karary satria taka amin'ny pédiatrie isan'ny lara misy telo mena rahalany mihitsy ndray lara dia ahoana nafantaranao fisizana savony zao dia atrotona dia zao dia efa voray dia nanao nafaresana anareo ohatra maimaintrona mbola nahazo fanafotona dia afapo tsara zany nareo dia misaotra betsaka indrindra dia maniry soana hotely la zay misaotra betsaka madame misy tsy madiso misaotra madame Josiane misaotra betsaka Je vais vous faire visiter le petit bloc opératoire pour les chirurgiens ophtalmo qui opèrent ici la cataracte, notamment petite chirurgie des yeux. Mais la technique opératoire est la même que celle qui se passe à Paris, puisqu'on a le même matériel et la finition est du temps. On utilise des implants américains, pas les implants chinois, et c'est très bien fait. Vous allez voir. Il y a ça, et puis vous allez voir la salle des opticiens qui viennent de la Réunion, et là aussi on a un sponsor d'une entreprise d'optique de la Réunion. On achète des lunettes, on achète des milliers de lunettes. Et le malade qui sort là, il a exactement la lunette qu'il faut. C'est pas à peu près, hein. Exactement ce qu'il faut. Et si on n'arrive pas alors regardez, là je vais vous ouvrir, je vais ouvrir parce que sinon vous n'allez pas voir. Ça c'est pour nous. Alors là là c'est un petit enfant d'à peine même pas qui doit être opéré, je ne sais plus quel est le programme. Donc là vous avez l'infirmier anesthésiste en jaune que vous voyez là. Et puis vous voyez là, voilà, l'infirmier anesthésiste et puis les infirmiers qui sont là. Le chirurgien n'est pas encore arrivé puisque je pense que l'intervention est terminée, il me semble. Hein. Bon, je vais vous ouvrir, mais vous ne rentrez pas, hein, d'accord ? De notre sponsor. Voilà. Lulu, c'est quelle intervention ça, hein? Lulu ? C'était quoi, hein? Hernie inguinale. C'est un petit enfant de quoi, 2 ans, 1 an? 4 mois. 4 mois, voilà. Hernie inguinale à la naissance. Alors, je vous présente le docteur Firoz Koitcha, qui est président de l'association depuis des années et fondateur, et qui, grâce à lui,
l'émission. Et s'il n'était pas là, il n'y aurait pas de mission. Et ça, vous pouvez être sûr et certain. Il y a une petite part de vérité dans ce qu'il a raconté. C'est pas vrai, c'est une grosse part. C'est une grosse part. Le reste, vous l'oubliez. Alors, vous représentez tous Motul. Motul, c'est quoi? C'est une boisson gazeuse? C'est de l'huile. Bon, ben moteur. écoutez, je suis content de vous recevoir. Soyez les bienvenus. Le docteur Reagan va vous faire visiter les diverses spécialités. Nous avons la gastro, la cardio, vous expliquera tout ça. Par contre, au bloc opératoire, on ne peut pas vous faire un peu parce que vous êtes trop nombreux. Le problème de sepsis. Voilà. Merci pour votre amour. Qui est utilisé pour le bloc opératoire. Là, vous pouvez entrer. Ici, vous avez tout ce qui est pour les champs opératoires et les blouses, ainsi qu'une partie des médicaments. On a notre stock ailleurs, mais c'est ce qu'on amène. D'accord? À gauche, vous ne verrez pas, mais c'est là où on se lave les mains, je vous montre le bloc. Ah ben, c'est grâce au sponsor, hein, sinon on n'a pas de mission. Oh, excuse-moi Jacques, excuse-moi. Là, il y a dans ce bloc une tumeur du cou, il me semble cervicale, qui est opérée. Là, il y a un prof agrégé de Paris, de Rouen, qui va faire l'intervention. Et puis vous allez, regardez là, hein, c'est peut-être mieux là, vous allez mieux voir ici. Voilà, là vous avez l'anesthésiste qui est de Tana, qui est là en vert derrière. Lui, c'est l'infirmier anesthésiste qui, lui, est de Mrondav, qui est là. Ensuite, attendez, je vais lui demander de bouger un peu. Claude. Venez ici, venez là, comme ça vous allez voir. Là. Venez là, et mettez ça comme ça. Voilà. Là, regardez. Voilà, l'infirmier anesthésiste, c'est là. Le professeur Testard, qui est là et qui va opérer. Et puis il est assisté par un chirurgien du CHU de La Réunion. Casimir, 2 secondes. Ouais. Là vous avez Denise qui est l'infirmière en chef du bloc. Qu'est-ce que c'est comme intervention? Cervicale. Une tumeur cervicale, c'est une jeune femme. Denise qui est l'infirmière en chef du bloc, très spécialisée. Major, elle est militaire et elle contrôle tout l'ordre là-dedans et on ne rentre pas comme ça. Voilà. Je ne suis ni major ni militaire. Professeur Testard, les collaborateurs du sponsor, ils sont complètement. Il reste entre 2, 3, 4, 5 jours et ils sont ici. Ils sont dans les chambres là. Bon, on a 3 ou 4 chambres. Les malades ne restent pas longtemps. Une fois qu'ils sont autonomes, ils partent, parce que c'est pas déjà midi. Ah, vous avez Pardon, excusez-moi. Et tout ce que vous voyez là est payé par votre entreprise. Aussi bien ici que le deuxième stock que je vais vous montrer et le stock qui se trouve à Nassau, qui est là où il y a l'équipe itinérante. Vous pouvez entrer, vous pouvez entrer. Oh. Anesthésiste, hein? De Majinga, non? Voilà, pour l'hospitalisation. C'est-à-dire
Là, vous avez notre pharmacien qui, lui, s'occupe de toute la partie logistique des médicaments. Je me suis présenté. Voilà. Ouais. Et qui, sans lui, ça ne marche pas. Parce que nos produits disparaissent vite fait. Il faut commander. C'est lui qui commande, il stocke, il dispatche, il partage, il contrôle la distribution, il vérifie la qualité et il achète le moins. Je vais vous présenter l'infirmier en chef du poste opératoire qui lui fait toutes les missions et qui organise tout le poste opératoire. Et c'est une tête, sans lui, on ne peut pas faire le suivi. Donc lui, il vient 5 jours avant la mission et il reste 12 jours après la mission. Et il s'occupe de toute la partie post-opératoire. Il s'appelle Marcel, il est un peu grognon, mais il est appelé quand même. Il est encore occupé, hein. Ça, c'est à nettoyer. Et tu restes à la maison, tu ne vas pas dans la brousse. Marcel, je dois te présenter l'équipe qui collabore avec nous ensemble. Non, mais je suis connu. Ah bon, c'est des autres. Sur qui on peut toujours compter. Accessoirement, oui. Il râle beaucoup, mais il met de l'ordre dans son service. C'est pas vrai, je râle pas. Moi. Non, il râle pas. Non, je me suis trompé. Et de temps en temps, il faut râler pour que Mais le travail Mais soit voilà, bien fait, je non, crois. de temps en temps, il faut être ferme. Voilà, Et puis, il faut être organisé. Il faut que les choses Voulez-vous soient que faites. je vous présente les malades? Oui, allez, C'est très vas-y. gentil, merci. Allez, vas-y. La première malade que nous avons fait, c'est une fistule vésico-vaginale qui a été opérée et qui a été reconstituée par notre ami Jacques Testa, professeur de chirurgie. 7h30 de bloc opératoire, 7h30 d'intervention, voire même 8 heures d'anesthésie. Et puis maintenant, on essaye de va garder ses soins bilatérales pendant 2 mois. Ce qui fait que, vous savez, lorsque les femmes ont des fistules vésico-vaginales, elles ont des trous sphinctériens, avec l'odeur qui va avec. Et évidemment, ça les exclut de la famille, ça les exclut du village. Alors cette dame, donc, elle va de nouveau, nous espérons avoir. Ici, c'est une hystérectomie de 2 jours. Ici, hystérectomie de 2 jours. D'accord. 2 jours, 48 heures. On va la déperculer ce soir, elle mange, elle boit, si ça se passe bien, demain elle sort. D'accord. Aucun problème. Hystérectomie, c'est l'utérus, c'est ça, hein? Ablation de l'utérus. Mais ablation totale ou partielle avec les annexes ou pas. Les annexes, ce sont les trompes et les opérations. Ça, c'est une partie de la mission, madame, parce que il y a 8 secteurs. Hein. J'espère qu'il va vous amener voir les dentistes, les opticiens, tout ça. Mais il ne faut pas qu'on vous dérange non plus dans votre travail. Madame, vous ne me dérangez pas, parce que c'est grâce à des concentrons que nous existons. Oui, il est pas si grognon que ça. Hein. Très gentil, hein? Excuse-moi, Marcelin, j'ai dit que tu étais grognon. Il mange, il boit, voilà. Vous voyez, au bout de 40 mais ce sont des interventions qui durent très longtemps. Et là, voici le clou également, qui a été opéré par le professeur Testa. Il a été opéré aussi par le professeur Testa. Il a mis une prothèse au niveau de la. Voilà, c'est ça. Il a eu 4-5 heures d'intervention. Il y a 48 heures, vous le voyez maintenant. Et nous espérons, mais il faut dire que c'est un monsieur qui a quand même il est diabétique, il est fumeur, il est obèse, vous voyez, c'est pas un jeune premier, si j'ose dire. Hein. Voilà. Nous, on dit que c'est un malade à risque. Voilà, puis au bout de 48 heures, il est là. Il n'est pas trop mal, quand il a mal, il casse, puis c'est tout. Il s'impatiente déjà, il veut savoir qu'est-ce qu'il faut. Il vient de temps. En général, c'est bon signe. Bien sûr, mais oui, c'est bien, tout à fait. Hystérectomie, ça va sortir. Est-ce que c'est. On voit 2 hystérectomies. Est-ce que c'est parce qu'il y a des cas
beaucoup plus de cas dans ces régions ou, C'est partout, c'est partout. Partout au Madagascar, nous voyons des hysterectomies, des fistules vésico-vaginales, partout, partout. Et c'est dû à quoi? Parce que les femmes enfantent trop tôt ou parce que... Les fistules vésico-vaginales, c'est dû au travail très long, notamment c'est souvent des femmes jeunes qui ont un petit bassin et la tête du bébé nécrose soit l'utérus et les parties annexes que sont les urétères qui vont au rein ou ça nécrose tout ça, ce qui fait que évidemment le bébé meurt, c'est bien. Donc en fait le message à passer c'est qu'il vaut mieux attendre un peu et ne pas avoir des enfants trop jeunes. Non, c'est pas ça. C'est à la fois oui et non. Il faut surtout se faire suivre par un gynécologue et avoir des échographies. Parce que lorsqu'on détecte un bébé trop gros par rapport au bassin, on fait une césarienne. C'est ça en fait. Qui effectivement, malheureusement, dans ces régions, ne se fait pas beaucoup. Je ne vous le fais pas dire. Pourtant, ils ont de beaux appareils ici, attention. Ils ont de très beaux appareils, ils sont très bien équipés. Mais enfin, ils ne sont pas toujours. C'est le côté éducation, alors je pense qu'il y a sur lequel il faut mettre l'accent. beaucoup. D'accord, merci. Attendez, c'est pas fini, il y en a encore. On continue. Ah ben dis donc, une fois qu'il a commencé. Mais moi, j'ai plein de chance, hein. J'ai toutes les chances, là. Sur le kyphtéphilide. D'accord. D'accord, kyphtéphilide, vous suivez, complications au niveau intestinal. On l'a opéré, et alors il avait le ventre plein de pus, donc il avait une septicémie. Ah oui, carrément. Donc c'était limite en fait. Donc septicémie, c'est quasiment... De toute façon, si on ne l'opérait pas, il mourrait. D'accord. C'est très clair. Si on ne l'opérait pas, il mourrait. Et maintenant, on ne peut pas dire qu'il soit tiré d'affaire, mais c'est moins mauvais que ce qu'on dit, moins mauvais que ce qu'on aurait pu l'état dans lequel vous l'avez pu. C'est à peu près tous les gros malades que nous avons. Et là, je dois faire à peu près une quarantaine de pansements, des malades déjà opérés qui reviennent parce qu'ils ne restent pas longtemps. Chez nous, le grand principe, moins les malades restent ici, à l'hôpital, moins ils ont des chances de s'infecter s'ils ne le sont pas. D'une part. Deuxièmement, on n'est pas pour une couverture antibiotique systématique. Les antibiotiques, ce n'est pas systématique. On donne des antibiotiques, on fait des antibiotiques lors des interventions, opératoire, mais après, pas forcément. Lui, évidemment, il en a, bien sûr, mais les autres, Donc les besoins en ophtalmo sont quand même très importants dans les provinces. Ah oui, et on a fait 4 jours en brousse, à Maabo et à... C'est où en gros, c'est la deuxième... Bah, et la deuxième Là où il y a le village avec la place au milieu quand on arrive. Et en moyenne, sur une mission, vous traitez combien de personnes dans les yeux? En brousse, on a plus de 300 par personne chacun. Et là, ici, comme à l'hôpital, on fait dans les 300 à 2, 350, 400 lunettes à 2 par jour. Par jour. Ah oui, c'est énorme. Sur la mission, cette année, on va être à 2 ou 3 000 lunettes. Ah oui, 3 000 lunettes facile. Donc c'est un rythme quand même excessif. Ah oui, c'est très utile. Non, c'est sûr que c'est utile, mais qu'est-ce qui se passe après pour le suivi de ces personnes qui se des myopies, vont le bon temps, ça vous est toujours. En fait, généralement, quel conseil vous pouvez leur donner? Quand on a un sujet jeune, quand c'est une personne âgée, je pense qu'elle gardera sa lunette parce que la myopie ne va pas évoluer. Quand on a une personne jeune, en fait, en plus on marque une ordonnance parce que si jamais, par exemple, il casse une lunette ou qu'il puisse la faire refaire à l'identique, on fait marquer, on marque nous-mêmes sur le carnet la puissance. Après, il y a un ophtalmo ici, donc ils peuvent suivre. Avec l'ophtalmo, Et quand on trouve 2 lunettes, par exemple pour un enfant, si on a 2 lunettes identiques, parce que des fois les gens donnent leurs lunettes en la réunion, mais des fois ils ont 2 paires, parce que maintenant beaucoup on fait une paire et solaire, alors des fois on donne aussi les 2 paires, une paire pour le soleil et quand on peut. C'est bon? Allez, venez par ici. En plus, parce qu'il se planque, parce qu'il fait frais. Vous rentrez. Après, je... Just hold it, it is only for a minute. C'est bon? Je suis là. Non, mais ça m'a fait ma fatigue. Allez, on va le cahier. C'est grave? Ok. Tu veux venir? Ah non, mais il m'a dit...
Voilà, c'est bon. Merci. On est en train d'opérer une cataracte. cataracte. Attention, c'est stérile. Il ne faut pas On trop s'arrête là rapprocher. alors. On s'arrête là. Oui, il ne faut pas trop rapprocher. D'accord. Lui, c'est Marcelin. C'est mon infirmier de bloc. Je suis le docteur Tur. Tous les deux, on est venus de Mazeka. D'accord. C'est tout. On est en train de faire d'opérer une cataracte blanche. Et quand c'est une anesthésie locale, c'est toute cette partie-là qui est anesthésiée ou juste un œil? Un œil après un autre? D'accord. Merci. Si ça ne gêne pas le monsieur, c'est bon? Ça va venir. Je crois que vous lavez les mains d'abord. Hein. Comme vous le sentez. Oui, oui, bah, je crois comme ça. Parce que là, maintenant, ça va trop vite. Hein. Et puis, les respirateurs aussi du bloc, anesthésie. On essaye de... Parce que ça coûte une fortune. Hein. Oui, j'imagine. J'imagine. Et puis ça change très vite, ça évolue très vite. Ça change. Patricia, je te laisse expliquer un peu à... Il y a l'aéroport qui t'appelle depuis tout à l'heure. Ben oui, j'ai raté mon avion. Je te laisse expliquer un petit peu ton job à Madame Basram. C'est pas très grave, vraiment pas. Merci. Donc là, on a deux appareils parce que bon, on a besoin de deux types de sondes et il y a une sonde par appareil. Donc, on fait beaucoup d'échographies. Hein. La dernière fois, vendredi, on en a fait 86. Et on a un appareil qui appartient à l'association qui est tombé en panne mercredi. Alors du coup, je travaille avec l'appareil de l'hôpital, qui a une sonde superficielle avec laquelle je peux travailler. Et cette sonde ne marche pas, donc j'utilise l'appareil des sœurs à côté qui m'ont pâté jusqu'à l'appareil. C'est bien qu'il y ait quand même une solution de dépannage comme ça, parce que ça veut dire que le gros du travail préopératoire et autres, c'est pas sûr, bien sûr. On en fait beaucoup, hein. Beaucoup pour rassurer les gens, mais c'est normal, parce qu'ils n'ont pas une offre de soins énorme. C'est normal qu'ils veuillent se faire rassurer régulièrement. Et l'échographie, ça traite tous les domaines en fait, ou c'est beaucoup plus tout ce qui est partie molle. C'est les ganglions du cou, les tumeurs, tout ce qui est tumeur tissulaire, la thyroïde. Après, bon, on peut faire le cœur aussi, mais moi je ne le fais pas. Parce que moi je suis radiologue, je travaille pour le cardiologue. Après, il y a tous les organes pleins du ventre, le foie, la vésicule biliaire, le pancréas, les reins, la rate, la vessie, l'utérus et les ovaires chez les femmes, et la prostate chez les hommes. Donc là, on a vu en fait 2 cas d'hystérectomie, on en a vu un aussi d'ablation de la prostate. Ce sont des cas qui étaient passés chez vous avant, et où ça a été détecté ici, et donc ensuite... Parfois, c'est des gens qui vraiment ont des grosses pathologies évidentes à l'IRA clinique, on n'a pas besoin d'échographie. Mais parfois, par exemple, les doigts, ça se voit à l'œil nu. Ce qu'il y a, c'est qu'à l'échographie, on regarde s'il y a un lobe qui est préservé pour ne pas opérer les deux. S'il y a une partie de la thyroïde qu'on peut sauver. Et puis aussi, si vous regardez les vaisseaux autour de la thyroïde, par exemple, s'il y a des très gros vaisseaux, on sait qu'à l'intervention, il faut faire attention de ne pas abîmer les vaisseaux, par exemple. Voilà. Et puis s'il y a des ganglions autour du cou, avec la grosse thyroïde, ça peut être aussi un cancer de la thyroïde. Donc là, l'intervention chirurgicale n'est pas la même. Ça aide quand même à affiner le diagnostic et à préparer peut-être l'intervention chirurgicale. Puis souvent à rassurer les gens, c'est important. Oui, ça aide, je pense. Oui, oui, ça aide, oui, bien sûr, parce que les gens n'ont pas la possibilité de faire des examens. Et puis surveillance de grossesse aussi. Oui, et en fait, on y pense beaucoup plus, je crois, dans ce cadre-là, à l'échographie, que pour tous les autres cas. Toutes les femmes enceintes viennent, on regarde le poids du bébé, s'il grossit bien, s'il n'y a pas de problème de croissance. Voilà. Et toutes les parties molles, les tumeurs, les recherches de corps étrangers. C'est utile l'échographie.
Et en fait, quand vous dites que vous avez un appareil qui donc ne fonctionne plus, est-ce qu'après il y a possibilité de réparation ou est-ce que ça veut dire automatiquement un changement d'un Ça va être difficile parce que ces appareils-là sont des appareils très robustes, mais très anciens, qui ne se fabriquent plus. D'accord. Donc quand pour c'est fichu, trouver c'est la fichu. pièce, a priori, c'est d'accord. Il va falloir qu'on en trouve un autre qui soit transportable, robuste et qui est plus. On a 6 mois pour trouver un autre. Il y en a un là-haut qui va travailler pour ça. J'ai commencé par avoir une grande famille, alors absolument je n'ai pas pu faire tout ça. J'ai commencé à travailler, et puis quand je suis arrivé à l'époque de la retraite et que mes enfants étaient tous un peu partis à gauche à droite, dont certains en école de commerce. N'est-ce pas? Voilà, j'en ai 2 qui ont fait école de commerce aussi. Et donc tout le monde est parti à la maison, et puis j'ai dit à ma femme, écoute, moi j'ai très envie de m'entraîner. Donc je suis très contente. J'ai eu un peu de mal à trouver une ONG qui ait besoin d'un gastroentérologue. Je suis allé chez Médecins Sans Frontières, ils ne voulaient pas de gastroentérologue, ils m'ont dit que si vous faire un gastroentérologue, c'est complètement ridicule. Et puis donc là, je connaissais très bien Jacques Testard, que vous avez vu, et qui est un de mes très bons amis depuis très longtemps, et qui m'a dit, écoute, j'ai quelque chose pour toi, voilà. Et vas-y comme ça. L'idée est d'apporter la gastroentérologie et d'apporter l'endoscopie pour les patients qui en ont besoin. L'endoscopie, vous avez peut-être tous vu ce que c'était. Voilà, il y a des appareils qui sont en train de décontaminer, celui-là est fermé. Voilà ce que c'est qu'un endoscope. Voilà, là il est en train de tremper dans le mélange, mais il essaie de le terminer, il va être redécontaminé demain matin. Hein? Voilà, ces appareils sont branchés sur une source lumineuse là et une pompe à vide ici qui permet d'avoir l'insufflation d'air à l'intérieur de l'estomac, le lavage quand on a besoin, donc il y a un petit flacon avec de l'eau, et qui permet d'apporter la lumière et la vision à l'intérieur de l'estomac. Donc ce qui permet d'aller voir beaucoup de choses très facilement finalement. Les gens sont à jeun, ils viennent le matin à jeun, je fais l'examen ça dure 3 minutes. Il y a plus de préparation que l'examen et plus de nettoyage de l'appareil après. Une fois qu'on a fait l'examen, on a toute une séquence les 4 cuvettes ici, vous voyez, et toute cette séquence, c'est une séquence très très précise. On doit faire d'abord un savonnage de l'appareil après l'examen. Ici, dans la première cuvette, il reste 10 minutes. Ensuite, on le rince, et ensuite on le passe dans un appareil de décontamination, où on décontamine non seulement l'appareil, mais tous les petits canaux qu'il y a à l'intérieur de cet appareil, parce que c'est rempli de petits tuyaux, de petits machins, pour apporter l'air, pour apporter l'eau, pour apporter la lumière. Tous ces tuyaux sont nettoyés. Une fois que c'est nettoyé, on rince, on remet l'appareil dans la valise. Et le lendemain matin, je recommence la même chose. Donc là, ils sont propres à la suite des examens. Je terminais les examens là à l'instant. Donc je vais recommencer demain matin. Tout ça, ceci avant. Donc j'arrive un petit peu avant 8 h, je fais les examens, le premier patient à 8 h. Et ce matin, on a commencé, on en a fait 5. Et à 10h30 ou 10h30, on a terminé. Alors, qu'est-ce que ça apporte? D'abord, il y a je suis très étonné ici à Madagascar, j'ai 90% de femmes qui viennent me voir. Je suis très très étonné, généralement j'ai moitié-moitié, 90% de femmes qui viennent me voir, souvent avec des tableaux d'inquiétude plus que de vraies maladies, et puis j'ai quand même beaucoup d'ulcères ici, et donc c'est une maladie très fréquente. Pourquoi il y a beaucoup d'ulcères? Mais ça c'est dans toute l'Afrique comme ça. C'est pour des conditions sanitaires, les conditions de familles nombreuses, les conditions de beaucoup de gens tous dans la même pièce, le confinement. On sait que ça favorise la population d'un germe, de microbe, qui s'appelle Helicobacter pylori. Hélico parce qu'il a été comme ça, comme un hélicoptère. Donc Helicobacter pylori. Donc ce germe est l'agent de l'ulcère à l'estomac et de l'ulcère au duodénum. Donc quand on trouve des ulcères, auparavant, on les traitait comme des ulcères, maintenant c'est plus tout ce qu'on fait, on leur donne un traitement contre le germe, et le traitement dure 8 à 10 jours, 15 jours parfois, suivant les cas, et ce traitement comporte un traitement pour l'ulcère d'une part, plus un traitement antibiotique pour tuer ce germe. Et ça, c'est ce qu'on voit le plus fréquemment. Alors on a aussi beaucoup de gens qui viennent avec des organes très très volumineux. Alors quels organes? J'ai eu beaucoup de
kystes ovariens, que j'ai vu comme ça, qui sont venus me voir en me disant j'ai mal dans le ventre, etc. Puis je trouve des kystes ovariens. Je trouve aussi des grossesses aussi en passant comme ça. C'est des choses qui arrivent comme ça. J'en ai là cette année, j'en suis à ma 3e grossesse. C'est pas moi qui ai fait, hein. Mais c'est ma 3e grossesse. D'accord. Et j'ai vu aussi beaucoup de gens qui ont des très grosses rates. Les très grosses rates, qu'on appelle splénomégalie, sont liées à des parasites. La bilharziose, les gens travaillent dans les rizières et il y a des petits mollusques qui leur piquent les jambes et qui transmettent la maladie. Voilà. C'est embêtant, cette maladie est embêtante parce qu'elle colonise le foie et en colonisant le foie, elle bloque la circulation sanguine du foie et de ce fait, ça provoque d'une part une grosse rate et d'autre part des varices dans l'œsophage qui peuvent saigner. Donc voilà, c'est ce qu'on trouve assez fréquemment. Ce matin, j'ai trouvé 2 ulcères et 2 fois des varices œsophagiennes sur les 5 examens que j'ai faits. C'est comment on traite ça? Alors, le traitement de ces bilharzioses, c'est pas facile, puisqu'on est déjà dans le niveau de la cirrhose du foie, pour qu'il y ait. C'est une cirrhose d'origine parasitaire, hein, on est bien d'accord. Hein. C'est pas comme en Europe où les cirrhoses ne sont pas du tout liées à ça. Hein. Bon, vous connaissez bien le problème des cirrhoses puisque vous êtes en Europe. Hein. Ça n'a rien à voir. Donc les cirrhoses ici, donc ce qu'on fait, c'est qu'on traite l'hypertension portale, le fait qu'il y ait une pression trop importante dans la veine porte par le blocage hépatique. Et donc en baissant cette pression, on fait disparaître ou diminuer les varices œsophagiennes avec tous les risques en moins, c'est-à-dire donc pas de saignement. Parce qu'autrement ça donne des saignements. Voilà, qu'est-ce que je peux encore vous dire? S'il y a des moyens de prévention, peut-être? Alors, les moyens de prévention en digestif, je ne sais pas quoi vous dire, parce que ce qu'il faut, moi, je l'ai fait. C'est-à-dire que quand je vois des gens qui ont des douleurs à l'estomac qui me semblent être d'origine ulcéreuse, je leur donne le traitement pour l'Helicobacter pylori, ça me fait la prévention de toute la chaîne. Donc voilà, normalement, les gens, quand ils sont traités, ne se réensemencent pas, puisque les gens attrapent le germe généralement durant l'enfance. Et le germe reste dans l'estomac pendant 20, 30, 40 ans, et puis tout d'un coup, ça donne un ulcère. Hein? Donc c'est très curieux, mais ça dure. Ils ont ça, généralement, on ne sait pas très bien pourquoi, mais on sait que c'est dans les 10 premières années que ça arrive. Hein? Voilà. Pourquoi, c'est pas très bien. Voilà, qu'est-ce que je peux encore vous dire? Je pense que c'est tout, sauf s'il y a des questions. Si vous avez des questions, c'est le moment où jamais. C'est bon. Moi, je vais vous dire, je suis très content d'être ici. Regardez, je suis très content. De vous avoir ici. C'est gentil. Moi, je suis très content d'être ici parce que d'abord, les gens sont extraordinairement gentils. Ils sont gays. Ils sont gays, on rigole, mais alors comme des fous ici. C'est vrai, c'est vrai. Alors de temps en temps, il y a 50 personnes dans la salle, là, dans le couloir, mais malgré tout, les gens ils sont gentils, ils sont sains, d'abord, très patients. C'est vraiment très sympathique. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à être ici. Bon, évidemment, quand on commence le matin, c'est à 8h moins quart, et on termine le soir à 6h30. Après ça, on fait l'enseignement là-bas au staff pour nos internes et puis pour le personnel, de façon à ce qu'ils apprennent quand même des choses, qu'ils apprennent un petit peu ce qu'on fait en médecine européenne, hein, avec nos moyens européens, qui ne sont pas forcément les mêmes moyens qu'ici. Mais on peut essayer de faire quand même des choses intéressantes même ici. Voilà, je suis content de vous avoir vu tous. Merci. En tout cas, cette association et le sponsoring que vous y faites est vraiment d'une utilité fantastique. Parce que, bon là, je vais voir normalement à peu près 500 patients en consultation durant les 10 jours, ce qui est beaucoup. Et je vais faire probablement une trentaine d'endoscopies. C'est toujours les 3 missions que j'ai faites jusqu'à présent, c'est toujours à peu près dans ces eaux-là. Mais ça se passe dans la joie et la bonne humeur. Et puis, je pense que c'est quand même, on a l'impression vraiment d'être très très utile pour les gens ici. Et puis pour nous, c'est quand même une bonne chose. On a une médecine de nantis en France, hein, une médecine de nantis avec des grands moyens, avec tas de choses. Et puis ici, on est chez les pauvres, mais ils sont très attachants, ils sont très gentils. Et il y a énormément de choses à faire. Et il y a plein de choses à faire. Je suis tout à fait d'accord. C'est très bien que vous fassiez ça, hein, que ce sponsoring est vraiment fantastique, on est très contents.
l'essentiel c'est que ça soit utile et puis là on a surtout la chance d'avoir notre équipe avec nous qui pourront eux transmettre aussi à transmettez le message, parce que nous on a choses besoin d'avoir les gens qui soient motivés pour nous faire des missions comme celle-là, pour nous organiser des missions et nous aider dans ces missions. Merci beaucoup pour votre temps, pour nous avoir donné Non, c'était tout à fait normal. J'ai eu beaucoup de plaisir à vous avoir. En tout cas, merci. C'est moi qui vous remercie. On y va. Merci. Voilà. Bonne journée à tous. En fait, elles n'arrêtent pas de faire pipi tout le temps, donc les gens les mettent à l'écart parce qu'elles sentent pas bien, parce que les gens disent ah ben elle a des problèmes, on ne veut pas la regarder, des gros problèmes. Et c'est beaucoup de problèmes comme ça qu'on voit ici. Le côté des ulcères, il vous a un petit peu expliqué, c'est parce qu'il y a beaucoup de familles qui vivent tous ensemble. Le parasite se passe d'une personne à l'autre, donc beaucoup de familles trop nombreuses peut-être, et qui vivent tous dans une même pièce. Donc ça augmente les risques de contamination. Donc c'est tout ce côté-là qui, dans notre pays, où il faut qu'on pousse vers l'éducation des gens, pour expliquer qu'il ne faut pas avoir des enfants trop jeunes, que quand il y a des femmes qui sont enceintes, qu'elles aient 15 ans ou qu'elles aient 36 ans, il faut qu'elles soient suivies par un médecin. Il ne faut pas les faire accoucher n'importe comment, n'importe où, par n'importe qui. Et c'est tout ce côté éducation qui est très important dans notre pays et qu'il faut qu'on arrive à faire passer ce message-là. Parce que les médecins, ils viennent, ils réparent, ils arrangent, mais les problèmes vont continuer si les gens ne comprennent pas d'où viennent les problèmes et comment on peut les solutionner, comment on peut les éduquer pour que tout ça change dans notre pays. C'est surtout ça. Population éduquée égale population évoluée. Voilà.